Bonjour Camille Aumont-Carnel, bienvenue sur Big Media, bienvenue sur la Big Story. Merci. Camille Aumont-Carnel, tu es entrepreneur des médias, autrice et créatrice française. Tu t'es imposée comme une figure structurante de la creator economy en France. Tu es issue d'un parcours initial dans la gastronomie, tu as été notamment formée à Ferrandi. Tu es passée par des restaurants étoilés et en 2018, tu as opéré un virage entrepreneurial en lançant un compte Instagram, devenu aujourd'hui un média à part entière, suivi par près de 700 000 abonnés. Globalement, tu poursuis ton extension vers des formats longs, structurants, qui renforcent en fait la profondeur éditoriale et ton positionnement. Tu es passé donc d'un parcours dans la gastronomie à la création d'un média entrepreneurial, d'un média personnel même. À quel moment tu as compris que tu construisais une véritable entreprise ? Écoute, moi je crée Je m'en vais avec Lito, qui est le média que j'ai créé en 2018. Et c'est vrai que très vite je comprends que je deviens entrepreneuse, mais pas dans le sens du business, dans le sens de être entrepreneuse. Moi je reviens à la racine, à la définition même, c'est-à-dire une personne qui entreprend, une personne qui prend en main les choses et qui fait en sorte que ça existe et que ça fonctionne. Et c'était à la base ma définition et ma vision de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose n'existe pas, je veux le voir exister. Et donc de prime abord c'était ça moi avant tout d'être entrepreneuse. Il y a quelque chose de presque très manuel, de très instinctif, de très on fait, on verra ensuite. Et c'est vrai que j'ai commencé à penser le tout comme étant un business et comme étant une entreprise à partir du moment où il a été question de revenus, à partir du moment où il a été question de se dire ok, j'ai un message, j'ai une voix, j'ai même un engagement qui est celui vraiment de la libération de la parole autour des sexualités, du corps des femmes. Mais je commence à voir aussi des demandes de marques avec qui c'est cohérent de travailler, de marques qui veulent profiter de mon audience, de marques qui veulent amplifier aussi les messages. Et moi, du coup, ça voudrait dire que je pourrais en vivre. Et ça, c'est ça aussi que je trouve très intéressant. Et la structuration a été faite en m'accompagnant. C'est-à-dire que moi, très vite, j'ai eu une agente qui a travaillé à mes côtés et qui m'a aidée justement à toute cette structuration, avec qui on travaille, quand, à combien, est-ce qu'il y a vraiment cette histoire de on a des stats et en fonction des stats, du nombre de vues, du nombre de j'aime, est-ce qu'on peut vraiment mettre un prix en face? Est-ce que ce qui compte c'est la légitimité qu'on va pouvoir apporter à une marque? Est-ce qui compte c'est à quel point il n'y a personne d'autre en France qui peut à ce moment-là, à l'instant T, travailler avec cette marque de culottes menstruelles et aborder le sujet des règles comme moi je vais l'aborder. Donc il y a certes un espèce de pattern qui ne change pas, qui est les stats, combien tu as de vues, qui peut permettre de créer une échelle, mais la singularité aussi de ce qu'on crée et du média qu'on crée, de l'audience à laquelle on peut donner accès, fait aussi partie des choses qu'il faut absolument faire rentrer dans la pocket de business. Donc ce que je comprends, c'est que voilà, il y a cette structuration, il y a ce développement, il y a le fait de rentrer en fait entre guillemets dans le dur du business. Ouais. Comment on fait en fait pour faire évoluer tout ça sans perdre la cohérence éditoriale? Parce que voilà, c'est un média qui a dès le départ un engagement fort sur les sujets que tu défends, le féminisme, la santé, tout ce qui est autour des corps des femmes. Comment on fait pour garder ce positionnement éditorial, cet engagement très fort, sans diluer en fait le positionnement? Pour moi, ça a vraiment jamais été le sujet. Moi, mon sujet a plutôt toujours été de se dire, vous connaissez ma prise de parole, vous connaissez mes prises de parole, mes tons, mes voix. C'est tellement fort que c'est rare les marques qui essayent de me faire dire autre chose. Je pense que c'est beaucoup plus complexe quand on a des personnes qui potentiellement ont un positionnement beaucoup moins tranchant que le mien, qui font un peu tout et qui ont un avis un petit peu sur tout. Et c'est pas du tout une critique, c'est juste un fait. Moi, je sais que ma promesse, elle est tellement cash, honnête, engagée, politique, que les marques qui s'intéressent à moi, ils s'intéressent à moi pour ça. Et c'est ce qu'ils viennent chercher. Et ça va être en fait ta manière de t'intégrer dans les temps forts. Et en parlant de temps forts, donc à l'heure actuelle, tu es à Cannes, dans un environnement très lié à la production et à l'image. Qu'est-ce que tu viens y chercher d'un point de vue entrepreneurial et business? Ce qui est intéressant pour moi, c'est que je suis à Cannes au même moment où le film dans lequel je joue pour la première fois de ma vie au cinéma est en salle. Et donc, tu peux nous rappeler le nom du film? Bien sûr, c'est un film qui s'appelle Pour le plaisir, de Rim Kérissi, avec Alexandra Lamy, François Cluzet et Kian Kojandi. Donc j'ai un rôle dans ce film. Je suis ravie, honorée, émue et tout ce que ça peut comprendre. Mais c'est vrai qu'arriver à Cannes en se disant j'ai quand même un mini orteil dans cette industrie et pas juste en tant que créatrice de contenu ou leaduse d'opinion ou personne qui pense l'image, c'est intéressant parce que je suis en train d'écrire, parce que j'ai envie de réaliser, parce que j'ai envie d'avoir d'autres rôles, parce que j'ai envie de passer des castings. Plus largement, quelles sont en fait les passerelles que toi tu observes entre l'industrie des créateurs, la creator economy, l'économie de l'attention et les médias traditionnels et les industries culturelles et créatives? Alors ce qui est hyper intéressant, c'est que pour tous les créateurs et créatrices qui ont créé des véritables médias en ligne, c'est vraiment des personnes, et moi j'en fais partie, où on s'est retrouvés à un moment donné presque au même niveau que les médias traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des médias qui ont autant d'audience, autant de flux, autant d'engagement que des médias traditionnels qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux.
Et je pense que ça a été un vrai tournant parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a nous-mêmes commencé à se considérer comme étant des médias. Et donc la question a été de se dire, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est nous ne sommes plus des créateurs et des créatrices de contenu ou des personnes qui avons un message et on veut essayer de l'amplifier et on passe par des médias traditionnels, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur une même plateforme avec des médias et nous-mêmes nous sommes un média. Et donc on fait nous aussi partie de cette industrie et de cet écosystème. Tu parlais de l'audience, donc en fait le fait que l'audience va vraiment te suivre, que ce soit en termes d'édition, création de séries, etc. Comment en fait tu vas réussir à faire la différence entre une audience importante et une audience qui aura une vraie valeur économique, qui va être capable de te suivre vraiment sur n'importe quel projet? Je pense qu'il ne faut pas voir les gens comme étant des personnes qui peuvent suivre sur n'importe quel projet. Il faut plutôt voir les personnes qui me suivent comme étant des personnes qui ont eu des appétences, des intérêts, des systèmes de valeurs auxquels ils répondent et auxquels ils sont sensibles. Et si ça fait vraiment sens pour eux et pour elles, ils passeront à l'achat ou ils passeront au clic, ils passeront à l'abonnement. Mais j'ai jamais vu ma communauté de façon dissociée en disant j'ai les personnes qui achètent quoi qu'il et les personnes qui suivent. En fait, la réalité quand on est sur un temps long, c'est qu'en fait on a aussi une audience qui nous suit et qui grandit avec nous. Donc moi, quand il y a 8 ans, j'écris un guide d'éducation sexuelle pour ados et que je sais pas, il y a des ados de 15 ans qui me suivent à ce moment-là et qui achètent le livre. Quand maintenant je vais sortir mon premier roman et que ça parle d'une histoire d'amour, ces mêmes personnes-là sont potentiellement en capacité aussi d'acheter. Dans ton parcours, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moments où tu as fait preuve de culot. Typiquement, lancer un média sur des sujets comme le tien, c'est faire preuve de culot. À quel moment tu dirais que tu as fait le plus preuve de culot dans ton parcours? S'imposer sur une place publique, étant une femme noire d'1m85, de taille 44, chauve, française, en 2018 et aborder un sujet comme la sexualité féminine, pas la sexualité pour les femmes noires, mais la sexualité pour les femmes. Je sais pas si j'ai fait quelque chose de plus culotté de ma vie. Ouais. Et ce qui s'ensuit n'est que des espèces de sous-chambres de ce momentum-là. Eh ben, merci beaucoup Camille. Mais non, mais merci à toi, c'est trop bien tes questions. Et bon festival de Cannes. Ouais, merci, merci beaucoup.